jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Et pendant que certains hochent la tête sur le rythme du jingle, d'autres prennent des photos, tout juste le temps de nous remettre de nos émotions et de ces premiers échanges avec notre invité Jacques-Antoine Granjon. Après un premier épisode où il nous a beaucoup livré sur la vie, l'œuvre et l'avenir de Vipi, on va maintenant s'intéresser à l'homme derrière l'entreprise. Jacques-Antoine, pour une fois, on te voit, tu es avec nous autour de la table, donc tu es bien avec nous, est-ce que ça va toujours ? Ça va très bien, c'est très agréable d'être avec vous. On est là pour parler de toi. Tu nous as dit que tu te livrerais plus ou moins en fonction de nos questions, donc charge à nous de te faire parler. On va remonter, on va tirer le fil, on va retrouver Jacques-Antoine dans son enfance, peut-être à une époque où tu n'avais pas les cheveux longs et propres, peut-être les cheveux courts et a priori pas sale, hein. J'essaye de reprendre une citation. Ouais, c'est une phrase absolument débile. C'est une phrase absolument débile que j'ai dit un jour. Vaut mieux avoir les cheveux longs et propres. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Que les cheveux ça m'a courts suivi. Et sales. En même temps, c'est comme quoi. C'est logique. Effectivement, je ne sais plus. En tout cas, mais oui, on repart dans l'enfance de Jacques-Antoine. Je serais curieux de savoir à quoi tu rêvais à l'époque et si finalement l'homme que tu es aujourd'hui ressemble à celui dont tu pouvais rêver quand tu étais gamin. Souvent, c'est très différent, c'est comme les business plans. Là aussi, c'est une question vaste. Je vais essayer de faire synthétique. Moi, je rêvais d'être champion de tennis ou champion de golf. Donc la nuit, quand je m'endormais, j'essayais d'enquiller des potes de 12 mètres ou de faire des drives, parce que je jouais au golf à Saint-Nom-la-Bretèche, et de faire des drives de 200 mètres. Donc mes rêves, c'était plutôt ça, quoi, le parcours parfait sur un parcours de golf, quoi. Champion de l'ATP aussi. C'était quand même, quand j'étais plus jeune, c'était l'époque des Villas, Borg, McEnroe. Donc mes rêves, c'était plutôt de regarder comment ces mecs-là maniaient la raquette. Donc et après, c'est vrai que j'étais plutôt quelqu'un qui avait envie d'être indépendant. Bon, voilà, donc indépendant, ça passe par exercer un métier dans lequel on dépend d'abord de soi, et c'est pour ça que quand avec Julien on a monté notre affaire en 1985, j'en avais monté une juste avant avec mon meilleur ami à l'époque, qui s'appelait Frédéric Strauss, pour faire ce métier-là. Ça a duré 6 mois et on était les meilleurs amis du monde, et après on s'est séparés à cause justement d'avoir monté une affaire ensemble. Ce que je veux dire, c'était qu'on se disait pas on est des entrepreneurs, hein. Moi j'ai mon grand-père qui était un entrepreneur dans les bâtiments. Entrepreneur, c'était plutôt un mot, on n'a pas envie de se dire on était des entrepreneurs, c'est un truc qui est venu après. C'est revenu, il y a 10-15 ans. Moi je me sens pas un entrepreneur, moi j'ai monté une boîte, j'ai eu la chance de pouvoir la développer sur 35 ans, parce que c'est la même, hein. C'est la même. Je me souviens quand j'avais 22 ans et que j'ai dit à Julien, on fait ça ensemble, parce que j'avais envie de faire ça tout seul, et c'est la même boîte. Mais qu'est-ce qui fait, si j'essaie de retourner la question sans être forcément un psychanalyste de comptoir, qu'est-ce qui fait, peut-être dans ton éducation, alors qu'elle soit scolaire ou via tes parents, tu viens de citer ton grand-père par exemple, qu'est-ce qui fait quand même que tu es la personne que tu es aujourd'hui, qui a voulu prendre son destin en main, qui a été entrepreneur, alors est-ce que c'est par amour pour les marques par exemple, ou est-ce que c'est l'amour de l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est juste des opportunités, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental aussi, un ressort Non, c'est pas l'amour de l'entrepreneuriat, c'est l'amour d'être indépendant. C'est pas l'amour des marques. Moi, j'ai découvert les marques très tard. J'étais gâté par la vie, mais ma mère m'achetait pas des produits de marque spécialement. Donc, ma première marque, quand j'ai gagné un peu d'argent, j'ai acheté une montre de marque, mais j'étais pas spécialement dans l'univers des marques. Tu faisais pas du déstockage à l'école, tu revendais. Ça c'est plus tard. Il y a certains entrepreneurs
dire qu'il y avait des petits business à l'école. Oui, à 18-20 ans. Mais là, vous parliez de moments plus tôt que ça. Oui, mais effectivement, moi, je faisais ça. Mais après l'enfance, du coup, on remonte on vient jusqu'à l'adolescence. Évidemment qu'à un moment de l'adolescence, après l'adolescence, quand je deviens étudiant à 18 ans, ce sont des moments où j'avais envie de compléter l'argent de poche que me donnait mon père. Et c'est là où d'ailleurs j'ai découvert le métier de soldeur, parce que j'avais beaucoup de mes amis qui travaillaient dans le sentier et qui faisaient ce métier. Donc entre la rue Borgard et la rue Pierre-Chausson. Et donc c'est comme ça que j'ai organisé des ventes de polo dans mon école de commerce, l'European Business School, pour arrondir mon argent de poche et pour pouvoir... Je reviens à la question d'Olivier sur ce qui a forgé l'homme, que tu es forcément devenu, même si c'est tout un chemin et on se construit au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a des phrases, des dictons ou des phrases qui ont marqué ton esprit, tes souvenirs, qu'aurait pu partager un prof, tes parents ou autres, des choses qui te sont restées un peu gravées comme des sortes de d'haïkus Non, je crois pas. Moi, j'ai une éducation stricte, Cour-Atmer, Franklin, les jésuites. Je suis le seul à avoir raté mon bac, alors qu'il y avait 99, presque 100% de réussite à Franklin, parce que j'avais la tête ailleurs. Et que donc j'ai une éducation stricte qui m'a donné une certaine rigueur et une certaine analyse et synthèse de la vie. Ça, c'est l'éducation que m'ont donné mes parents. Et puis une ouverture sur le monde, des voyages, les musées. Et j'ai donc une enfant très gâtée. Est-ce que en parallèle de cette éducation stricte, il y a à côté, à peu près comme un aimant, cette envie de liberté peut-être encore plus forte. Évidemment, mais c'est assez banal, c'est comme tous les jeunes. Hein, tu as une éducation stricte et puis à un moment donné, tu ouvres des portes de liberté, de ta première mobilette, et puis tu penses aux soirées, et puis tu penses et là tu rentres dans un espace d'adolescent qui découvre autre chose que la rigueur d'une éducation très sérieuse, quoi, très encadrée. Et donc, non, moi j'ai une phrase qui m'a marqué, mais parce que c'est une vieille sentence, mais je la répète souvent, et ça, je crois que c'est très très lié à l'éducation et aux rencontres dans ma propre famille de beaucoup de chefs d'entreprise, parce que dans ma famille, un de mes oncles était agent de change, un autre de mes oncles a créé Sodexo, Pierre Bellon. C'est de la famille. Oui, c'est mon oncle. Qui a démarré avec son camion. Grande famille marseillaise. Donc, les discours... Une de mes plus belles interviews, parenthèse. Donc, les discours... Avec Pierre ? Ouais. Ah, merveilleux. Mais les conversations d'adultes sur l'entreprise de mes grands-parents, etc., l'entreprise était très présente dans le mot l'entreprise et la responsabilité. Et l'humanisme aussi derrière. Certainement. Était très présente. Donc moi j'ai un truc qui m'a marqué, c'est la roche tarpéienne est près du Capitole. Et ça veut dire que tu peux être au summum de la réussite, et puis tu peux être juste devant cette falaise dans laquelle, à côté du Capitole, on envoyait les condamnés à mort. Donc tu peux être sénateur, plus grand poste de la République, et brusquement tu deviens un condamné à mort qu'on envoie. Et donc ça permet quand même de relativiser la réussite, d'avoir des appréhensions permanentes sur est-ce que je suis assez rigoureux sur ce que je fais, parce que un échec serait très difficile à vivre dans le regard des autres, etc. Ça m'a profondément marqué. C'est une phrase qui revient, et tu vois, je la disais il y a déjà 15 ans et je la redis maintenant, donc je n'ai pas fait fi de si un échec, je m'en fiche. À la fin du jeu d'échecs, le pion et le roi finissent dans la même boîte. Et voilà. Elle est bien celle-là. On est très philosophe. Et ça me donne envie d'envoyer une question surprise. Elle est plus Thomas. mortifère. Hein. Oui.
Parce que tu n'es pas obligé de tomber de la roche arpéienne. Tandis que la boîte, on y finit tous. Enfin, l'urne ou ce que tu veux. Quand on entend Jacques-Antoine parler comme ça aussi de sa résilience et de la capacité à absorber échec après succès, etc., ça me donne envie de... Je sais pas, tu devineras laquelle j'évoque, d'envoyer une question surprise. Donc je ne peux pas dire à l'antenne de qui il s'agit, mais sur le caractère de Jacques-Antoine. Ah bon, allez, j'en envoie une, au pire c'est pas la bonne. Et tu devras, on t'invitera à deviner qui c'est, tu devrais reconnaître sa voix. Vous avez un message. Salut mon copain, écoute, on m'a demandé de te poser une question. Alors la première qui me vient à l'esprit, c'est que je me jette à l'eau depuis le temps que ça me turlupine pour savoir comment tu arrives à garder ce calme, cette sérénité face à tout ce qui nous arrive en tant qu'entrepreneur, surtout dans la période dans laquelle on vit, et que ça ne te fasse ni jamais perdre ton flegme, ni ton calme, ni ton beau sourire. Voilà, et ça restera toujours un mystère pour moi. Donc si tu peux m'éclairer là-dessus, ce serait formidable. Je vous embrasse tous très fort. Mais Marc, c'est moi, je pense ça de toi. C'est toi, je sais pas comment tu arrives à garder toujours ce calme et ce beau sourire. Donc on a compris que c'était Marc Simoncini pour nos auditeurs. C'est incroyable, je savais pas que j'avais cette je te donnais cette image-là très calme alors que ça boue en permanence et que toi justement qui boue encore plus tout le temps, tu gardes ce calme et non, il faut qu'on se voit plus, Marc. Tu n'as pas la bonne image de moi. Alors maintenant, comment j'essaie de garder ça? D'abord, parfois, j'ai juste le cerveau à l'arrêt, comme ça permet de rester calme. Et ensuite, ma femme m'apaise énormément, Éléonore. Et elle est extrêmement importante pour m'apaiser quand justement je suis dans... ce que je vous racontais tout à l'heure, tous les miasmes qui viennent vous obstruer la qualité de votre réflexion sur la vie et que la méditation, le jeûne et les relations avec des gens apaisants et des amis apaisants vous apportent. Respirez. Et voilà. Et puis là tu mets Jodassin. Petite musique douce. On va sur la plage. On est sur inspirer, respirer, parce qu'effectivement, tu parlais de jeûne et de méditation. Est-ce que toi, tu as des techniques, des méthodes que tu recommanderais? Parce qu'en fait, très souvent, l'entrepreneur, le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, il porte sur ses épaules toute la pression du monde. Parfois, il n'a pas grand monde à qui en parler. Comment est-ce que tu fais pour aller vivre avec ça, le supporter, te ressourcer, etc. Et par les cash, quand tu es entrepreneur dans une boîte digitale et que tu as tous tes outils qui te permettent de suivre ta boîte avec les mails. Moi, j'ai 400-500 mails par jour, donc je suis complètement intoxiqué par mon téléphone. Donc, comment tu gères ton stress? Avant, je le faisais avec des mini-siestes. J'ai appris à pas lutter quand je m'endormais. Je crois que j'ai eu une réunion l'autre jour. Faut choisir les moments quand même. J'avais un board, dur, je te jure, je crois que je me suis endormi dans un board à côté de Jacques Attali, dans un board d'une boîte qu'on a ensemble. Et vraiment, et donc voilà. Après, moi j'avais un échappatoire du digital, c'était la plongée sous-marine. J'ai pas plongé depuis trop d'années maintenant, mais ça c'était vraiment un grand moment de sérénité. Et après, j'ai découvert le yoga. Un style en particulier pour les adeptes de yoga? Je fais un yoga très physique et très un hatha flow avec un flow très cardio et physique qui pendant 1 heure me laisse après vraiment c'est un peu sportif. Et donc j'ai découvert ça. Après j'essaye de faire un peu de méditation, mais au bout de quelques minutes le cerveau qui repart dans tous les sens, donc je suis pas assez j'arrive pas encore bien. Et puis surtout, l'année dernière, j'ai fait un jeûne. Par hasard, parce que je pensais pas que je le ferais, puis je me suis retrouvé dans cet endroit et comme il y avait cette option, je l'ai prise et j'ai fait un jeûne qui franchement a été une énorme détente qui m'a, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, j'étais assez sceptique. Au 5e jour de jeûne, c'est comme si j'avais eu un bouton et que ce bouton, il y a eu un clic dessus et brusquement mon cerveau s'est remis. On n'est pas plus intelligent ou moins intelligent, on est juste Tu disais que tu étais plus focus
focus. On redevient focus comme son cerveau de longues années avant qu'il soit... Il y a plusieurs témoignages dans ce sens. C'est effectivement le jeune semble à un moment donné, au bout de X jours, déclencher une sorte de lucidité et le cerveau reprend de l'agilité, de la rapidité, etc. Comme s'il avait été encrassé en fait par soit nos styles de vie, nos modes d'alimentation, etc. Donc une semaine de jeûne, on double le CA de la boîte. On peut le résumer comme ça pour ceux qui cherchent du ROI. Écoute, je vais te dire la réalité, c'est qu'au bout d'une semaine de jeûne, j'ai pris la décision de redevenir DG, alors que je ne pouvais pas la prendre avant. C'est pas juste à la sortie du jeûne, ça a été dans les 3 semaines qui ont suivi. Je pense que je n'aurais pas pu faire l'année 2020 si j'avais pas ça. Je vous le dis, si tu voulais quelque chose de très intime, voilà, je vous le dis. Alors moi j'avais envie, pour mettre une petite note d'humour, de reposer aussi une question à Jacques-Antoine, mais c'est une question que je vais te poser de la part de quelqu'un et tu devras deviner qui c'est, parce qu'il a pas pu l'enregistrer, il était en déplacement. Et ça remettra aussi le rapport au stress, à l'environnement, au numérique qui nous entoure. Demande-lui s'il trouve qu'il y a des bonnes ondes dans ce podcast de ma part. Il me parle toujours de bonnes et de mauvaises ondes et je me moque de lui. Ah, ça c'est une question du roi des ondes. Absolument. L'homme qui a révolutionné la façon dont on a utilisé les ondes le moins cher possible en France et maintenant ailleurs dans le monde. Oui, Xavier, ça, c'est marrant parce que Xavier... Alors Xavier Niel, donc le patron d'Iliade, de Free, voilà. C'est quand même un homme qui a su dompter les ondes, et là aussi il voulait des confidences. Xavier est un cerveau extrêmement brillant, analytique, synthétique, et il a aussi des grandes qualités émotionnelles. C'est pour ça que c'est mon ami. Mais il aime bien nier que quand je rentre dans une pièce, ou lui d'ailleurs, parce que finalement lui aussi, ou quand il rencontre quelqu'un, ou quand il est dans un lieu, il soit chargé de vibrations du passé ou de l'instant, et des vibrations qu'on ressent si on est à l'écoute de sens qu'on n'écoute peut-être plus depuis de millénaires, générations, de longues générations, et que j'appelle ça des vibrations. Alors on peut appeler ça comme on veut, mais on a tous ces sens-là et on y est plus ou moins sensible. Côté plus animal. Est-ce que c'est ce que tu appellerais l'instinct ou c'est autre chose ? Et Xavier a ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il adore me dire que ça le fait rigoler, que ça m'arrive, mais il a ça aussi. Et je dirais même, je vous dis, un jour je me baladais là-bas dans le Luberon. Je ne suis pas un fan de cette région, mais j'étais à un mariage et je prends une petite route pour aller se balader avec Éléonore, ma femme, et à un moment donné, on a senti un frémissement et dans les arbres et dans ce chemin, sans se parler. Moi j'ai fait demi-tour et puis après on s'est regardé et on s'est dit il se passe un truc dans cet endroit, c'est très, très, d'une violence inouïe, et on n'a même pas eu besoin de se parler, et il y avait qu'une chose qu'on avait envie, c'est de faire demi-tour et de fuir cette montée dans un petit village du Luberon qui allait vers un petit hameau, je sais pas, ou vers une maison. Et ben ça c'est extrêmement violent, je vous le raconte, parce que c'est le paroxysme de se dire il faut partir, mais finalement... Il y a des gens qui ont envie de rester. Mais vous avez su le fin mot de l'histoire ou pas ? Il y avait un cimetière, des fantômes, qu'est-ce que c'était que ce truc ? Non, mais les cimetières, j'ai pas de problème avec les cimetières, mais et donc ça, tu l'as avec les gens, tu l'as avec les lieux, tu l'as avec... et c'est la vie, quoi. Moi, il y a des endroits où je me sens pas bien, et je reste pas d'ailleurs. Je vais poser la question autrement, parce que après les gens ils croient pas, c'est toujours compliqué, mais la question c'est plutôt ce que chacun arrive à en faire quand on le sent ou qu'on le sent pas. Est-ce que tu privilégies une décision sur cette sorte d'instinct, tu utilisais ce mot tout à l'heure, Olivier, ou la rationalité Non, moi je suis totalement sur l'instinct, ce qui fait que je peux prendre des tonnes de mauvaises décisions. Et qu'il faut... non, totalement, moi je fais des décisions émotionnelles. Donc, ce qui peut expliquer aussi, c'est des façons de recruter. On parlait tout à l'heure, on parlait dans la première partie de ton podcast aussi du management, du recrutement, des erreurs de recrutement. À un moment donné, il y a des rationnels. On regarde un CV, on fait passer l'entretien, on peut faire même passer des tests quand il y a des cabinets de recrutement. Mais il y a aussi quand même, est-ce que je le sens ou je le sens pas ? Je pense que c'est extrêmement compliqué de recruter quelqu'un et qu'il peut y avoir des milliers de méthodes.
François Dalle, patron de L'Oréal, il regardait la personne rentrer dans son bureau et la façon dont il allait lui serrer la main, et ça lui suffisait. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Alors, elle est pas vraie, peut-être qu'elle est, en tout cas, elle pourrait être vraie, parce que parfois j'essaye de faire comme ça. Et en fait, le sujet, il y a 1000 méthodes, aucune n'est vraiment bonne. La seule chose qui compte, c'est quand on s'est trompé, de prendre la bonne décision d'arrêter. Donc ça, c'est ce que je dirais s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, et sûrement, cherchez pas, faites comme vous sentez. Est-ce que ça passe par des chasseurs, par étudier les dossiers, par faire aller voir une cartomancienne ou une liseuse de bonne aventure, ou serrer la main, ou discuter, etc. Tout ce que vous voulez, chacun fera sa méthode. Mais, et ça, si vous vous trompez, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand vous êtes trompé et vous gardez la personne. Et quand vous savez que vous êtes trompé, il faut passer à autre chose. Et ça, c'est la clé. La question, c'est à quel moment on est certain, et c'est valable dans à quel tout. moment, C'est comme, dès qu'on le sent, on s'est trompé, passer à autre chose. Je vais prendre plus large au-delà du recrutement. Des fois, on dit ta boîte, elle va dans le mur, les chiffres sont pas bons, tu sens pas le marché, etc. Et à côté de ça, des fois, on a envie de dire il faudra arrêter. Et en face de ça, tu as aussi des histoires d'entrepreneurs qui se sont maintenus presque contre vents et marées, une persévérance. Alors forcément, après coup, on la reconnaît, cette persévérance. Et toute la question, c'est à quel moment on s'enferme pour aller dans le mur ou on gagne du temps. C'est une autre question, parce que tout à l'heure, je te parlais de quand tu embauches quelqu'un. C'est pour ça que j'élargis un petit peu. Là, tu élargis à ce qu'on appelle aujourd'hui les business models, quand les boîtes qui pivotent, etc. Donc, je comprends ça. Est-ce que le modèle de VP est arrivé du jour au lendemain ? Non. C'est 3 ans pendant lesquels on a d'abord dit on va devenir une place de marché où les marques vendront leurs produits et nos clients cliqueront directement. Nos clients qui avaient des magasins de soldes iront directement, et nous on fera les intermédiaires. Après on s'est dit on va monter un énorme braderie, on aura du stock permanent, ce qui est le contraire de la vente événementielle, puisque là le stock était permanent, donc là il faut acheter du trafic pour le faire venir tous les jours, et donc on a investi pour faire ça nous a coûté de l'argent pour en tout cas mettre en place le projet, et on a dit oh là là on va pas faire comme ça, etc. Donc oui, il y a un moment donné où tu cherches quelque chose, et tu dois toujours te remettre en question jusqu'au moment où tu sais que ce que tu as trouvé est le bon service, la bonne offre, le bon produit. Et ça, tu le sais toi. Et si tu sens que si tu es sûr de ton service, ton offre, et que ça marche pas longtemps, c'est que soit tu es trop en avance. Des mecs qui avaient monté des boîtes où on vendait sur le téléphone au début de la téléphonie. C'était super, mais enfin, il n'y avait pas l'usage encore. Donc, il y a plein de raisons. C'est très compliqué de te répondre comme ça en 3 minutes. Par contre, s'obstiner quand ça ne marche pas, je ne suis pas sûr que dans le commerce, ce soit une bonne chose. Et moi, je suis un commerçant, je parle du commerce. Je ne parle pas s'obstiner à chercher une formule, un algorithme. Moi, je parle de s'obstiner dans le commerce. Ouais, à un moment donné, si ça marche pas, c'est que le consommateur, il en veut pas de ton produit. Mais en général, que ce soit dans le commerce ou d'ailleurs un peu plus largement dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut effectivement se tromper pour réussir. Donc c'est une première étape, et finalement, un petit peu comme on dit que le succès est pavé d'échecs, enfin la route du succès est pavée d'échecs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de considérer, moi, un enseignement que j'ai retenu au fur et à mesure, c'est de dire oui, on a le droit de se tromper une fois, mais si on réitère la même erreur, ça devient de la connerie quand même aussi. Donc il faut aussi apprendre de ses erreurs. Il ne faut pas juste valoriser l'échec comme on le fait parfois en disant c'est génial de t'être trompé. Il faut aussi apprendre quelque chose de l'échec. Puis si tu arrives sans te tromper, c'est pas plus mal non plus. Ouais. Non, mais d'abord, on passe toujours du temps et on prend toujours des mauvaises décisions, et un bon manager ou un bon leader ou un bon chef d'entreprise, c'est juste de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises. C'est statistique, mais on peut pas prendre que des bonnes décisions. Enfin, en tout cas, moi, je ne prends pas que des bonnes décisions. Et bien évidemment, de mettre l'échec en avant comme c'est super de se planter. Non, ce qui est super, c'est ce qu'on en retire. C'est pas de se planter. Donc, c'est super ce qu'on en retire. Et donc, moi, si un jour j'écrivais quelque chose sur la vie de VP et l'histoire de VP, je ne parlerais que
de là où je me suis planté, où on s'est planté, où vraiment il y a que ça qui est intéressant, parce que le reste, il y a de la persévérance, il y a de la chance, il y a être sur le bon marché au bon moment, il y a une expertise métier. Le reste, ok, c'est pas le plus intéressant. Quand tu as défini les règles de ton succès, de ton modèle dans ta page, dans ta préface. Après, ce qui est intéressant, c'est toutes les erreurs que tu as fait. C'est beaucoup plus riche de les raconter que de parler de ses succès. S'il n'y avait plus VP, pour X ou Y raison, tu décides de te retirer, de faire autre chose. Voilà, l'envie peut-être parfois de nouveautés que peuvent ressentir certains entrepreneurs. Tu te verrais vivre une autre vie? Je n'aurais pas de vie entrepreneuriale après VP. Voilà, donc ça je le sais, je n'aurai pas d'autres aventures entrepreneuriales parce que VP c'est Cofotex que j'ai créé avec Julien en 1985 et c'est 35 ans de ma vie et j'espère encore quelques années. Et donc s'il n'y a pas VP, je suis très embêté, voilà, pour remplir mes journées. Mais tu peux avoir envie de faire autre chose, peut-être aussi que l'entrepreneuriat ou de diriger l'entreprise, même si VP est toute ta vie, etc. Mais il peut y avoir quelque chose d'autre en termes d'inspiration. Là, on parle de cette rubrique qui est inspirer, respirer. Tu parlais de plongée, par exemple, ça fait longtemps que tu n'as pas plongé. Bon, évidemment, ça remplit peut-être pas une vie. Si tu fais que de la plongée, tu finis par avoir mal au poumon. Ou alors tu montes à un centre de plongée, tu vois, et pourquoi pas. Mais alors tu repars dans une aventure entrepreneuriale où tu veux grossir ton centre de plongée. Ok, non, je caricature, hein. Mais non, moi, s'il n'y a pas VP, professionnellement, je me connais, je suis très embêté. Parce que j'ai beaucoup de loisirs, des choses que j'aime faire. J'aime l'art contemporain. Pas contemporain, j'aime l'art. Ah, l'art, j'aime les artistes, il y a beaucoup d'art j'aime contemporain l'art. ici. Mais... Oui, mais en fait, ce que j'aime, c'est les gens qui, depuis toujours, font des choses esthétiques, etc. Donc, j'aime ça. Il y a besoin d'être riche pour avoir de l'art. Parce que c'est une question qu'on peut se poser. T'as forcément plus d'œuvres d'art que tu n'en avais il y a 30 ans, mais c'est pas né avec l'argent, ce goût-là. Et l'accès à l'art est pas... Je suis très ami avec Jean de Loisy, parce que j'étais président du Palais de Tokyo, et on parlait de l'art et de ce sujet sur l'argent et l'art, etc. Et il m'avait raconté cette histoire dans un pays en Perse, pendant une invasion, il y a 3000 ans, la ville est assiégée et les assaillants arrivent. Et là, les gens qui vont être peut-être massacrés ou qui doivent donner tout ce qu'ils ont dans leur ville, préféraient tout donner que donner leurs œuvres d'art. Et quand on a compris ça, on a compris que oui, bien évidemment, il y a un rapport à l'argent et certainement excessif, mais vous savez très bien que l'art contemporain, c'est le lien à l'ego, à la mort, à vouloir avoir raison, à montrer. Il y a de l'arrogance, il y a du sexe. Dans l'art contemporain, c'est un monde très complexe en termes de la personnalité qui veut raconter une histoire. Qui veut raconter une histoire. Mais si on prend l'art au sens plus universel, le fait que ça puisse coûter cher ou pas cher, ce n'est pas le sujet, parce que ce qui compte, c'est ce que c'est. Et c'est pour ça que on peut collectionner ou acheter ou avoir de l'art chez soi à n'importe quel prix, du moment qu'on a une émotion et dans la rencontre qu'on fait avec un artiste qui peut être un jeune artiste ou un artiste plus âgé, qui n'a pas de cote, etc. Donc je ne pense pas que ce soit le sujet. Moi, j'ai les œuvres d'art qui valent rien en termes de valeur et dont je me séparerai pas. Donc voilà. Alors après, si tu as de l'argent, tu as bien évidemment accès à des galeries qui elles-mêmes, puisque tu as de l'argent, te donnent accès à leur choix, et donc tu découvres d'autres choses. Donc jamais on peut dire que l'argent n'est pas aussi un moyen d'accéder à plus de connaissances, voilà, et d'accessibilité aux œuvres. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est ce contraste. Donc j'ai dans les œuvres que j'achète, j'ai acheté des œuvres chères, mais au début de ma collection, j'avais pas d'argent et j'achetais des œuvres pas chères. Comme pour les boîtes dans lesquelles tu as investi, est-ce que tu as un petit chouchou en ce moment?
Est-ce que j'ai un petit chouchou en ce moment? Tu parles des œuvres d'art ou des artistes, Ah, des d'accord. startistes, non, des startistes. Des startistes, Voilà, néologisme. Je vais te dire la vérité, c'est horrible. J'ai eu le Covid et j'ai des trous de mémoire. J'ai eu le Covid en mars et la conséquence sur moi, c'est des trous de mémoire et j'oublie les noms parfois des gens et parfois des noms des artistes. Donc je peux pas te répondre. Il faudrait que je prenne ma liste. Documenter. Écoute, Non mais je suis très sérieux. Ouais. Écoute, de toute façon, le Covid, c'est relativement inquiétant hein, puisqu'on a quand même pas mal de séquelles potentielles. Donc, je sais que toi aussi, Thomas, tu l'as eu. On le partage. Moi, c'est juste des gros coups de fatigue. Je suis pas encore narcoleptique. Je reste éveillé là pour nos échanges, mais encore quelques coups de fatigue. Alors moi, j'aurais aimé aussi parce qu'on a une question que je cherche à faire une transition intelligente. Et pour répondre à ta question sur les artistes, j'ai des coups de cœur régulièrement. C'est-à-dire que je me nourris de catalogues, mails de galeries, la Gazette de Drouot, et donc je me nourris de ça et j'ai pas un coup de cœur particulier, j'ai des coups de cœur. Moi, j'aurais aimé donc j'essaie de faire une transition pour passer de l'artiste aussi à, tu vois, un petit peu à l'équipe de vente privée. Allez. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre les interactions de Jacques-Antoine Grandjean, qu'on appelle Jag dans le milieu, avec aussi les autres personnes de son entourage. Donc ça peut être intéressant de peut-être de passer cette petite question. Tu comprendras vite qui c'est. C'est tout compris. Vous avez un message. Salut Jacques-Antoine, c'est Xavier. Écoute, 25 ans, quelle aventure à refaire 1000 fois. Une aventure à tous les points de vue, une aventure sociale, amicale, une aventure de créativité, une aventure de développement, une aventure d'invention, une aventure de plaisir déjà avant tout. Voilà. Donc merci déjà. Et puis, une seule petite question, anecdotique peut-être, mais importante. Quand est-ce qu'on reprend nos week-ends d'associés avec toi, tous ensemble, et on repart pour longtemps. Merci en tout cas pour tout, et puis on se voit plus tard. Je t'embrasse. Ciao. Ah, c'est sympa ton message, Xavier. Ça me touche. Donc Xavier Cour, hein, qui est un de tes associés. C'est mon associé depuis 1980, à mon avis 16 Quand on aime, on compte pas. 95 ou 96. Ah oui, ça fait quand même quelques années. Avec qui j'avais monté une boîte qui s'appelait D2I, qui s'occupait de tout ce qui était hors textile dans notre affaire de gros. Et Xavier, là, ça va être compliqué, les week-ends au ski à Méribel avant le 20 janvier, mais promis, ce sont des moments merveilleux et nous referons ça dès que les remontées mécaniques réouvrent dans nos stations préférées. C'est quoi un week-end d'associés ? Week-end d'associés, ça a été une époque où, justement, comme on était en train de donner beaucoup de pouvoir à des managers, c'était une façon de garder le lien de ce qu'on était avant, c'est-à-dire une bande de copains qui s'étaient rencontrés pour faire ce même métier de soldeur et que Julien et moi étions allés chercher. Et il y avait Julien et moi, Michael, ensuite il y a eu Claude Sorbach, ensuite il y a eu Éléonore et Philippe Nagar, ensuite il y a eu Xavier, et ensuite il y a eu Ilan avec le démarrage de VP. Après il y a mon ami Eddy qui s'est venu s'occuper de l'immobilier du groupe, et on a fait des week-ends de 3-4 jours dans lesquels on retrouvait cette ambiance, parce que le développement de VP faisait qu'on n'avait plus le temps de partager des moments comme on partageait avant tous les jours, 12 heures par jour au bureau, et qu'après, on ne se voyait plus. On a eu des invités sur On se Donnex qui partaient en week-end pour prévoir les 6 prochains mois de la boîte. Là, toi, tu nous dis, on parlait pas de la boîte, on se retrouvait. On se retrouvait, quoi. Nous. C'est des moments d'amitié. Ouais.
Aujourd'hui, tu es aussi investisseur. Si tu as 8 copains qui débarquent en te disant on monte une start-up, entre ceux qui disent ne vous associez pas avec vos amis, bon, il s'avère que une fois sur deux ça marche, une fois sur deux ça marche pas. Donc est-ce que c'est une vraie statistique? Je ne me suis associé qu'avec des amis. Voilà. J'en ai perdu un. Mon meilleur ami de l'époque. Mais je me suis associé ensuite qu'avec des amis. Dans ta première entreprise, c'est la société, ouais. Et je donc suis 1 sur 2. Et je suis non parce qu'après non pardon, je parle pas en nombre, je parle en et je suis même associé avec ma femme. Alors et alors du coup, parce qu'on dit souvent qu'en tant qu'investisseur on regarde l'équipe. Des fois on dit ils sont beaucoup dans cette équipe, des fois on dit il est tout seul, est-ce qu'il y arrivera vraiment, est-ce qu'il a les épaules, est-ce que tout ça compte, ton expérience personnelle dans tes choix et dans les observations que tu peux faire des équipes que tu rencontres? Non mais après, ça dépend du caractère de chacun. Moi, j'ai toujours été un garçon qui privilégiait l'association. Voilà, parce que s'entourer de talents et donc d'amis, parce que moi je me suis associé avec des amis qui avaient des talents supérieurs à moi dans plein de domaines, bah, c'est beaucoup plus riche et c'est beaucoup plus rassurant. Voilà, donc à chaque fois que je me suis associé, il y a toujours une raison liée au talent d'un de mes associés. Voilà, donc moi ça marche comme ça. Après, je ne peux pas édicter de règles là-dessus. On fait très rapide. Je sais que le temps nous est compté. Un petit mot, et c'est la dernière question surprise avant la suite. Vous avez un message. Un mot de Jacques. Bonjour. Chacun sait que Jacques-Antoine est un entrepreneur inspiré, donc je ne vais pas insister sur le business. J'ai la chance, moi, de le connaître comme ami, généreux, fidèle, attentif, ce qui en fait un ami rare. Et ce qu'on sait moins, car il est pudique, c'est qu'il est aussi un esthète, un intellectuel sensible dans tous les compartiments de sa vie. D'où son combat antispéciste, sur lequel d'ailleurs il me m'origine beaucoup. Et c'est le sens de ma question, un peu perfide, bien sûr, ça ne l'étonnera pas. Le poulpe, Jacques, est-il l'avenir de l'homme? Alors, est-ce qu'il y a une private joke là? J'ai l'impression. Bon, d'abord, merci Jacques pour ces mots très doux. D'abord, je crois que la femme est l'avenir de l'homme, comme disait Aragon et le chantait Ferrat, et ça je le pense profondément. Plus de 70% de femmes chez VP, c'est une boîte d'âme féminine, et la femme est vraiment l'avenir de l'homme, et de plus en plus, et vraiment à chaque fois qu'elles prennent le pouvoir ou qu'elles sont nommées au pouvoir, le monde ira mieux. L'histoire du poulpe et de Jacques, c'est que Jacques adore le poulpe, et je passe ma vie à lui envoyer des vidéos à chaque fois que je tombe sur une vidéo sur Twitter ou sur Instagram sur l'intelligence incroyable des poulpes, et j'arrive pas à comprendre comment ils puissent continuer de manger des poulpes qui développent, malgré leurs tentacules phalliques, une intelligence jusqu'au bout de la tentacule et émotionnelle incroyable, et ce sont des animaux très féminins d'ailleurs, puisque malgré leur tentacule phallique, ils changent d'habit à chaque rocher, chaque réception et chaque passage entre les algues, et sont d'une douceur et d'une intelligence émotionnelle redoutable. Voilà, donc j'adore ces vidéos de poules. Je n'en mange plus, j'ai jamais été un fan. Chacun fait ce qu'il veut, mais oui, ça nous ramène au vivant, et nous, êtres humains, et je fais la leçon à personne, moi je mange plus de viande, mais si demain vous m'invitez chez vous manger une côte de bœuf et que j'en ai envie, je ne m'en priverai pas, mais ça nous ramène à le rapport entre tout ce qui est le vivant et notre droit de transformer des êtres sensibles en produits désensibilisés et juste nutritionnels. Je crois qu'on a presque là eu la carte blanche de Jacques-Antoine Grandjean. Tu viens de développer de manière spontanée quasiment effectivement une prophétie de foi sur
sur le rapport au vivant et l'intégration de la nature, ce qui nous fait du bien dans ce monde confiné où on a vu la nature revenir aussi à grand galop. Alors tu connais Marseille, moi j'y vis. Alors j'y suis pas né, mais j'y vis. On a vu les rorquals revenir dans les calanques, les autoroutes avec des bêtes sauvages qui retraversaient la route et même des sangliers qui revenaient en ville, enfin, etc. Donc c'est incroyable. Et c'est aussi leur monde. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est leur monde et notre monde. Ouais. Du coup, on en fait sa carte blanche ou est-ce que tu as envie de prendre 1 minute sur un sujet de ton choix? Parce qu'on te laisse le micro, comme tu vois, et on se C'était permet. bien ça en carte blanche. Ouais, on aimait bien. Oui. Ah bah voilà, on a notre carte blanche. Alors juste avant de passer à notre dernière rubrique, j'avais une question. Qu'est-ce que tu as envie de léguer derrière toi? Au monde? À tes enfants, à ta famille? En général, on parle plus d'un enseignement que de patrimoine. Mais Oui, je parlais pas de patrimoine, hein, je parlais de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, aux vivants. C'est une question, une vaste question. Qu'est-ce que j'ai envie de léguer? Un éveil de la conscience de chacun qui prend son temps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis différent en éveil de conscience de ce que j'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 15 ans. Et ça ne se passe que par des rencontres et en fait par l'écoute. Donc par l'écoute, on apprend tellement de choses et on s'éveille de nos formatages. Et donc c'est ça que j'aimerais transmettre à ceux que j'aime. Et c'est une chose assez banale. Hein. Voilà, donc voilà. Ça méritait d'être dit, c'est pas si banal. En cette période où tout le monde réagit à chaud et sur tous les sujets, cannabis surtout, c'est bien de prendre le temps d'écouter. Ouais. Donc, et ça passe par des rencontres. Moi, mon éveil de ma conscience passe par rencontre forte avec Éléonore sur 1000 sujets, avec Jacques et avec d'autres amis sur tout, quoi. Et c'est ça que j'ai compris de la vie et j'ai mis du temps. Eh bien, il est temps de passer à une autre rencontre, celle de la Sista de Jacques-Antoine Granjon. Jacques-Antoine nous a beaucoup parlé de l'intelligence féminine, donc c'était une bonne introduction aussi à une cause qu'on essaie de défendre, c'est de mettre plus en avant des femmes qui font aussi l'entreprise, qui créent l'entreprise, parce qu'on sait que dans l'univers de la tech, elles sont trop peu nombreuses. Donc c'est ce qu'on appelle notre rubrique Sista, et c'est la dernière rubrique de ton podcast, Jacques-Antoine. Alors, est-ce qu'il y a une entrepreneuse que tu aimerais mettre en avant ou sur laquelle on pourrait mettre un coup de projecteur et on ira ensuite lui poser une question de ta part? Moi, je trouve qu'il y a une entrepreneuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Karine Schrenzel. Mais il y en a plein, des entrepreneuses. Il y en a plein. Il y en a insuffisamment. Il y en a une en tout cas qu'on va appeler et à qui on va donner la parole à la fin de ton podcast. D'accord. Donc idéalement quelqu'un à qui tu peux nous mettre en relation dans l'heure pour qu'on puisse sortir ton podcast. Karine Schrenzel, je la trouve incroyable parce que elle a un parcours dans lequel elle aurait pu rentrer dans une carrière dans un grand cabinet d'audit ou de conseil. Ensuite, elle part faire une aventure dans le digital avec son mari. Elle fait des enfants. Elle rachète des boîtes. Elle est sur des métiers difficiles. Waouh, elle est toujours extrêmement rayonnante. C'est une fille qui rayonne. Donc, je l'ai pas vue depuis longtemps. Mais je suis toujours épaté par ce qu'elle fait et je la trouve impressionnante. Maintenant, oui, il n'y a sûrement pas assez de femmes qu'on met en avant et on doit tous le faire parce que c'est... C'est ce qu'on essaye de faire parce que quand on regarde après, effectivement, si on prend cet indicateur, c'est arbitraire, mais le Next 40, typiquement, il y a pas plus d'une ou deux femmes sur 40 qui sont à la tête des grosses scale-up et entreprises très voyantes sur cet échiquier-là. Et alors, pour poser une question à Karine, est-ce que tu aurais envie qu'on aura notre associé Solène Etienne qui se fera ton porte-parole et qui ira porter le micro pour qu'on lui donne l'occasion de répondre et ça conclura ton podcast 40 nuances de Next. Karine, c'est un miracle, cette jeune femme, de tout ce qu'elle arrive à faire
en gardant cette énergie et ce rayonnement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, Karine, ou quels sont tes secrets pour garder cette pile d'énergie que tu envoies toujours? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est en toi, ou quelque part quand même tu y consacres, et comment tu te ressources pour avoir cette énergie qui irradie tout le temps? Eh bien, sa réponse, très bonne après question. Ces quelques notes d'Aretha, et avant de laisser la parole à Solène quand même, et à ta Sista, un grand merci à toi. C'est moi qui vous remercie d'avoir Merci Jacques-Antoine d'avoir pris du temps pour aller toucher le grand public et mieux comprendre les ressorts du succès de VP, mais aussi qui est la personne derrière Jacques-Antoine Granjon, aka Jag. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Thomas. Bonjour Karine. Bonjour Solène. Tu as commencé ta carrière dans un prestigieux cabinet en stratégie, puis dans un fonds d'investissement, avant de te lancer dans la grande aventure entrepreneuriale. Tu as créé avec ton mari Shop Invest et depuis 2 ans, tu es à la tête des 3 Suisses. Absolument. Je serais curieuse de savoir ce qui t'a motivé à reprendre cette marque emblématique et comment on allie les atouts d'une marque historique avec les enjeux et les usages actuels et à venir. Alors, écoute, d'abord, c'était quand même vraiment presque un rêve, une opportunité extraordinaire parce que avec 3 Suisses, c'est une marque patrimoniale française pour laquelle moi j'avais personnellement déjà beaucoup de souvenirs en tant que jeune enfant avec ma maman, avec ma grand-mère à feuilleter les pages du catalogue. Le fameux catalogue. Voilà, on l'a tous eu chez soi et puis il était vraiment dans le salon et dans la vie des gens. Donc voilà, et forcément une marque patrimoniale exceptionnelle. Et puis nous, groupe vraiment au contraire e-commerce, et on m'a dit c'est super, tu vas digitaliser les 3 Suisses. Et donc évidemment on va digitaliser les 3 Suisses et le rendre plus moderne. On a beaucoup travaillé, je vais en dire quelques mots, mais vraiment le rendre très moderne dans l'offre, dans beaucoup de choses, mais bien sûr avec un trait d'union sur une marque avec le passé, puisque c'est une marque qui justement déjà historiquement était tout à fait très audacieuse et très innovante. Déjà c'était le début de la vente par correspondance, il faut quand même s'en rappeler. Et puis c'était une des premières marques à parler d'écologie dans les années 70, à mettre des femmes en pantalon. Donc tout ça, c'était quand même un patrimoine extraordinaire. Et à côté de ça, nous, on l'a modernisé tout simplement aussi naturellement, on s'est dit en fait, on va faire participer les Françaises à la recréation et à la co-création de la marque. Donc on a interrogé 10 000 femmes encore maintenant, en fait, depuis 2 ans maintenant, sur ce qu'elles voulaient voir sur les 3 Suisses. Donc très naturellement, on a fait appel finalement à cette co-création et ça a été un vrai trait d'union de se dire finalement, ces femmes-là ont envie de voir l'histoire 3 Suisses, d'y participer, d'être actives dedans. Et donc, on les a interrogées sur à peu près tout. Et on a quand même, bien sûr, en même temps que on a digitalisé, on a surtout remis au goût du jour le catalogue parce qu'on était convaincus, et ça, c'était une vraie intuition d'entrepreneur, qu'il fallait le ressortir, que c'était notre Madeleine de Proust à nous toutes et à nous tous. Ça, c'est vrai. Donc voilà, et puis aussi un petit virage parce que pour moi c'était vraiment quelque chose d'important vers aussi plus de proximité, plus de responsabilité. Donc on est passé d'une production 99% Asie à 80% Europe. Donc ça c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, ça va peut-être faire le trait d'union, ce sujet, avec la question suivante que je voulais te poser, parce que tu viens d'annoncer la création de 3S Impact, un incubateur porté par les 3 Suisses et dédié au DNVB, donc c'est marque direct to consumer. Est-ce que c'est aussi là ta façon de redonner à ton tour ce que d'autres entrepreneurs t'ont donné par le passé, ou est-ce que c'est une manière de sentir les nouvelles tendances, parce que aussi c'est des marques françaises, que je précise, qui sont poussées dans l'incubateur, donc sentir les nouvelles tendances pour faire grandir le groupe ou les deux peut-être? Au départ, c'était vraiment plutôt pour partager mon expérience et rendre aussi ce qu'on avait pu me donner. Et puis naturellement, en fait, j'avais des gens qui venaient vers moi, qui me posaient des questions, qui me demandaient comment t'as démarré, puisque j'ai vraiment démarré de zéro. J'ai commencé dans ma chambre à faire les colis moi-même. Et donc beaucoup de gens me disaient, j'en suis là, qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, très naturellement, je trouve que c'est des rencontres d'entrepreneurs et passionnantes. Et je me suis dit, finalement, je le fais déjà entre guillemets un petit peu d'un point de vue rencontre, conseil, etc.
etc. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas en même temps donner à ces marques une visibilité sur 3 Suisses, du conseil et puis un accompagnement un peu sur mesure selon leur niveau de développement. Donc c'était parti de là. Et puis en effet, j'espère en même temps que ça on peut allier l'utile à l'agréable. Et puis on sait jamais, ça peut aussi voilà, continuer à développer la marque qui nous rejoint et 3 Suisses en même temps. En tout cas, c'est un très beau projet dans l'air du temps. Comme tu le sais, nous avons toujours une question surprise que tu attends avec impatience, je crois. Et quand Jacques-Antoine Grandjean t'a choisi comme Sista, il a dit, et je le cite, « C'est un miracle tout ce qu'elle arrive à faire en gardant cette énergie et ce rayonnement. » Et en fait, il aurait aimé savoir si cette énergie, c'était quelque chose d'inné et de profondément ancré en toi, ou si tu avais un secret pour toujours avoir cette énergie qui irradie. Je crois qu'il est très impatient de la réponse. Ah, c'est gentil. C'est vraiment, alors d'abord, je suis touchée parce que ça vient quand même de Jacques-Antoine qui est quand même, je pense, un modèle d'entrepreneuriat pour nous tous. Et puis aussi quand on a la chance de le connaître, voilà, un être de tout en douceur, de bienveillance et protecteur. Donc je le remercie. Écoute, je crois, parce que mes parents me le disent, et ça apparemment c'était déjà à l'école quand j'avais 5 ans, que c'est assez de naissance, cette énergie, cette bonne humeur, parce que je m'étais même faite, pour la petite anecdote, virer de cours une fois parce qu'on croyait que le prof croyait que je me moquais de lui, alors juste je souriais, que j'étais juste contente. Donc, ça c'est pour la petite anecdote. Donc je crois que c'est de naissance. Mes parents, quand je leur dis que mes 3 enfants sont surexcités, me disent bah c'est ce qu'on a vécu avec toi pendant toute ton enfance. Donc ça se transmet. Donc ça se transmet en plus, oui, c'est contagieux. Non, mais ça se transmet en tout cas de génération en génération. Et oui, donc je crois que c'est dans ma nature. Et puis après, je crois que c'est aussi de s'entourer de gens qu'on a envie de voir, que ce soit bien sûr à la maison, d'avoir une vie de famille, mais aussi au boulot avec voilà, c'est vrai que j'ai la chance de travailler au quotidien avec des gens que j'adore, avec lesquels j'aime travailler, et puis d'avoir des mentors comme Jacques-Antoine aussi, et de pouvoir échanger avec des gens comme ça, bah, bien sûr, c'est nourrissant et ça donne beaucoup d'énergie. Voilà. Je sais pas si ça répond à sa question, mais c'est, voilà, une partie de la réponse. Après, il faudrait rentrer dans des heures de discussion pour... Et ça, on aurait bien aimé, mais je pense que ça viendra prochainement, je pense, une discussion plus longue avec toi. En tout cas, Jacques-Antoine ne nous avait pas menti. Tu es pleine d'énergie et c'était un plaisir d'échanger avec toi, Karine. Ben, merci beaucoup, Solène. À bientôt. Au revoir, à bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.